6 ans après la fin de la guerre du Golfe, la question irakienne est loin d'être réglée. Alors je voulais assurer un suivi de l'information, ou plutôt un suivi de l'analyse. Sauf que celle-ci est délicate, car il y a dans cette affaire une dimension proprement psychologique de l'affrontement. L'Irak est toujours sous embargo décidé par les Nations Unies, mais quelle est l'efficacité politique de cet embargo? En fait, la situation est paradoxale. L'embargo appliqué ne conduit pas Saddam Hussein à faire des concessions, il pèse peu sur les dirigeants, alors que les Irakiens sont au bord de la misère et de l'épuisement, et le pays est de plus en plus fragile. Et bien des cartes vont pouvoir vous expliquer pourquoi. Voici le territoire de l'Irak, entouré par ses voisins. La Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Iran. Et quand on regarde une carte opérationnelle du pays aujourd'hui, on peut repérer que l'Irak, depuis les sanctions qui ont suivi la guerre du Golfe, n'a plus de contrôle complet de son territoire qui est découpé en une zone d'exclusion aérienne au nord du 36e parallèle, une autre au sud du 32e parallèle, qui sont deux zones aériennes où patrouillent les avions britanniques et américains en mission pour l'ONU. Ce sont ce qu'on appelle les no-fly zones, que les appareils irakiens n'ont pas le droit de survoler. Conséquence, l'État irakien, et d'ailleurs c'est bien le but, n'a plus qu'une maîtrise très limitée de sa propre souveraineté. Or, une première superposition de cartes va nous révéler que la localisation des no-fly zones correspond à peu près à la localisation des populations en révolte contre le régime de Bagdad. Entrons dans le détail. Ce qu'on appelle le Kurdistan, c'est une région peuplée de Kurdes, qui est un peuple ni turc ni arabe, et le Kurdistan est à cheval sur l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. On voit bien ici où sont les Kurdes d'Irak, et cela correspond à peu près à la no-fly zone du Nord. Or ce n'est pas une simple coïncidence, puisque les Kurdes d'Irak sont en situation de révolte quasi permanente contre Bagdad, et que les troupes du régime de Saddam Hussein y ont conduit des massacres et tentent régulièrement d'y faire des incursions. Deuxième relation qu'il convient de faire, c'est d'analyser le poids de la religion. L'Irak est censé être un pays laïque, et ce sont des Arabes sunnites qui sont au pouvoir à Bagdad. On se souvient de la récente guerre, 1980-1988, qui opposait l'Irak à l'Iran, c'est-à-dire l'Irak défenseur du sunnisme face à l'Iran chiite. Or, on voit bien sur la carte que la limite ouest de la présence de l'islam chiite est en effet sur le territoire irakien. Alors, si on regarde maintenant la localisation approximative des populations arabes chiites d'Irak, on voit qu'ils sont là sur la zone des marais, le long de la frontière de l'Iran. Or, les chiites sont majoritaires en Irak, environ 60% de la population, et les chiites des marais s'étaient révoltés eux aussi contre le pouvoir à Bagdad à la fin de la guerre du Golfe. Et c'est cette région où ils vivent qui correspond à la deuxième no-fly zone imposée par les Nations Unies. Donc je reprends au nord les Kurdes, au sud les chiites des marais, et au centre des Arabes sunnites, avec en particulier le clan des Takriti, de la région de Tikrit que vous voyez là, qui est la ville et le clan d'origine de Saddam Hussein. Complétons la compréhension qu'on peut avoir de l'Irak en rappelant que c'est dans ce pays que se trouvent les deuxièmes réserves pétrolières prouvées au monde, soit 11% des réserves mondiales. Eh bien, si on localise les principales nappes de pétrole sur le territoire, on voit que les poches sont au nord du pays, près de Mossoul et de Kirkouk, et au sud, avec les poches de Abu Riram, Al-Zubair et Rumaila, qui sont évacuées sur le Golfe par le port de Bassora. Vous notez d'ailleurs que la poche de Rumaila longe la frontière du Koweït. Alors quel constat peut-on faire? On voit par effet de superposition que les gisements pétroliers en Irak sont plutôt situés dans les zones à population kurde au nord et plutôt dans les zones chiites au sud et près de l'Iran. Zone instable donc. Et ces nappes de pétrole qui font la richesse de l'Irak ne sont pas sous les pieds des Takritis qui sont au pouvoir à Bagdad. Car historiquement, la richesse est passée de l'agriculture à l'énergie. Vous voyez là les grandes zones d'agriculture du pays autour des deux fleuves majeurs que sont le Tigre et l'Euphrate. Cette plaine irriguée, bénie des fleuves,
c'est la plaine de Mésopotamie. Il était donc logique de s'implanter là où se trouvait l'eau et les terres fertiles. Mais avec les découvertes du pétrole, la géographie physique cesse d'avantager la géographie humaine, puisque les nappes de pétrole qui font la richesse de l'Irak ne sont pas sous les pieds des Takriti au pouvoir dans le centre géographique de l'Irak. Ces derniers doivent donc, en tout cas dans leur logique, contrôler étroitement les populations qui vivent sur ces nappes de pétrole. Alors tout ceci pour rappeler quelques connaissances de base de ce pays riche, gâté par Allah, mais qui en fait est une exception au Moyen-Orient. En 1990, l'Irak, alors qu'il venait pourtant de sortir de la guerre contre l'Iran, jouissait d'une véritable prospérité. Si on donne quelques chiffres, 71% des 20 millions d'habitants vivaient dans les villes, 95% de la population était alphabétisée, 90% des Irakiens avaient accès à des soins primaires. Les chiffres sont de l'OMS. Mais la structure même de l'économie du pays l'a rendue dépendante de son commerce extérieur, donc l'a rendue vulnérable à un embargo. Entre le début de l'embargo 1990 et aujourd'hui, le prix de la farine a augmenté de 11 000 fois. Le manque de pièces pour pompes hydrauliques empêche le traitement des eaux usées, donc cela a favorisé la propagation du choléra et de la typhoïde. Si on se place maintenant dans une logique régionale, une fois le Koweït récupéré, il n'était ni dans le mandat des Nations Unies, ni nécessaire de faire tomber la dictature. Alors quand on voit les 4 grands pays de la région, dans une sorte d'équilibre de puissance, la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, on comprend mieux qu'à l'Est, l'Irak garantit une sorte d'endiguement de l'Iran, et qu'au Nord-Est, tout ce qui affaiblit le mouvement kurde en Irak arrange en fait la Turquie. Ankara ne cherche pas du tout à voir renforcer chez elle le mouvement autonomiste kurde. Donc, il ne doit pas être renforcé ailleurs. Maintenant, si on se place à une échelle internationale, les résultats qu'il s'agissait d'obtenir de la guerre du Golfe étaient au moins au nombre de 4. Libérer le Koweït, empêcher la constitution d'un autre grand pôle pétrolier, affaiblir la puissance militaire constituée par le régime de Saddam Hussein en Irak et affirmer la puissance américaine juste après la chute du mur. Bien, 6 ans après, on peut se demander si les embargos fonctionnent vraiment. Ils frappent les populations et laissent indemnes les dirigeants qu'ils étaient censés affaiblir. Il y a peut-être pour cela une raison très simple. Personne ne veut l'éclatement de l'Irak, personne ne veut prendre le risque de redessiner les frontières de la région, personne ne veut redistribuer les cartes du pétrole. Alors sachez que le régime irakien a partiellement rempli les conditions de levée de la tutelle des Nations Unies, il a enfin reconnu la frontière du Koweït et sa souveraineté, mais les conditions à remplir restent encore très nombreuses. Cela a été mis nettement à jour par les informations livrées lors de la défection du général Kamel Hassan, l'ancien directeur des programmes d'armement de l'Irak et ancien gendre de Saddam Hussein. En étant interrogé en Jordanie au moment de sa défection, le général irakien avait révélé l'ampleur des stocks d'armes que le régime parvenait encore à dissimuler dans le pays. Le chemin reste sans doute encore long avant la levée de tous les embargos. En fait, l'Irak est un pays puissant et il est en fait pour cela une exception au Moyen-Orient. Pourquoi est-il puissant? Le pays non seulement a du pétrole, mais il a de l'eau, ce qui est encore plus exceptionnel dans cette région. L'Irak est le seul État du monde arabe à pouvoir assurer son autosuffisance alimentaire. Il a une population numériquement importante et enfin un pouvoir fort et depuis longtemps. Enfin ça, c'est déjà plus fréquent dans la région. Eh bien, ces éléments représentent justement une combinaison de facteurs de puissance. C'est la combinaison de tous ces paramètres qui donne une idée à peu près exacte de la complexité du rapport des forces actuel autour de l'Irak.